Bonjour à toutes et à tous, merci de nous avoir rejoints pour ces chroniques Melsion pour l'entrepreneur tous les vendredis 10h30 en direct. Nous essayons de partager avec vous des idées qui nous semblent importantes, intéressantes à intégrer dans votre réflexion du week-end. Mais vous pouvez aussi nous retrouver sur les réseaux sociaux et sur notre chaîne YouTube. Et là, vous pouvez consommer ces chroniques comme vous le souhaitez, en podcast, en faisant du vélo ou bien simplement en prenant quelques minutes pour Et réfléchir. aujourd'hui, nous recevons Marine. Et Marine vient nous parler des tests de personnalité. C'est ça, Marine? Exactement. Je viens en effet vous parler des tests de personnalité. Alors, pourquoi je vais vous en parler aujourd'hui? Bon, déjà parce que j'en ai passé des tas et des tas. J'ai un peu joué avec le concept, avec la question de est-ce que ça sert vraiment à quelque chose? Alors, je ne vais pas laisser le suspense plus longtemps et commencer par vous dire quelque chose qui m'a beaucoup frappé quand j'ai commencé à en faire. C'est que finalement, les tests de personnalité, c'est comme les business plans. Il ne faut pas les prendre au pied de la lettre. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Bon, déjà, ce que je vous propose, c'est qu'on soit à peu près d'accord sur ce qu'on désigne par test de personnalité. Alors, je ne me suis pas embêtée, j'ai pris la définition du Larousse, hein. Donc, un test de personnalité, c'est une épreuve standardisée permettant d'étudier la personnalité d'un sujet ou de déterminer sur le plan psychiatrique son état ou ses tendances pathologiques. Les tests projectifs ou synthétiques ont pour objet l'étude des réactions et des interprétations émises par le sujet devant divers types de sollicitations. Alors, tout ce truc compliqué, ça veut dire quoi? Bah, déjà, la première chose, c'est de comprendre que les tests de personnalité, ça relève du champ académique de la psychologie. Ces tests ont pour but de comprendre le fonctionnement psycho-affectif d'un sujet. Ils sont dits standardisés parce on fait passer toujours le même test avec les mêmes questions dans le même ordre à toutes les personnes qui le passent pour pouvoir en généraliser les résultats. Et en réalité, il y a deux types de tests de personnalité. Vous avez les tests les plus courants, qui sont les tests par questionnaire. Donc ça, il y en a plein. C'est très utilisé en entreprise, de plus en plus. Et même enfin, j'ai envie de dire, dans la société civile, on passe des tas de tests comme ça pour évaluer notre personnalité. Et de l'autre côté, vous avez ce qu'on appelle les tests projectifs. Alors, vous en connaissez probablement au moins un, le test de Rorschach. Donc, c'est celui avec les taches d'encre. En fait, là, l'idée de ce genre de test, c'est de soumettre le sujet à des stimuli, donc là, en l'occurrence, les taches d'encre, pour, dans l'idée, accéder à ces réponses inconscientes. Donc, pour court-circuiter le néocortex, quoi, finalement. Donc, aujourd'hui, il en existe des tas et des tas. MBTI, ProcessCom, SOSI, DISC, Ocean, il y en a vraiment des tas. Et comme je le disais, c'est quand même assez utilisé en entreprise. À l'époque où j'étais dans la chasse de tête, on avait même des, des extensions qu'on mettait sur Chrome et qui allaient évaluer les profils LinkedIn des personnes qu'on voulait contacter alors nous à l'époque c'était avec le test DISC et qui après nous donnait des conseils sur comment aborder la personne à partir de sa personnalité supposée. Alors en réalité, aujourd'hui, pourquoi est-ce qu'on les utilise? Alors, au niveau individuel, l'idée, quand on passe un test de personnalité, c'est de mieux se connaître. Sur le principe, du point de vue de l'entrepreneur, c'est pas complètement idiot, puisque l'effectuation, enfin le premier principe de l'effectuation, nous enjoint à partir de qui on connaît et de ce qu'on sait faire. Donc l'idée quand on passe un test de personnalité, c'est qu'on se dit que en comprenant mieux nos motivations et nos réactions, on va prendre de meilleures décisions. Au niveau de l'entreprise, c'est un peu pareil. Euh, Ces tests sont utilisés parce que on veut éviter les erreurs de recrutement, on veut faciliter le travail des managers, on veut rendre les collaborateurs plus efficaces parce qu'on se dit que comme ça, ils se connaîtront mieux et que c'est ça qui les rendra plus efficaces. Et on veut faciliter le travail d'équipe. Donc à la fin, on peut quand même dire que ce genre de test, on les passe parce qu'on pense que ça va nous aider à prendre des meilleures décisions, que ce soit au niveau individuel ou collectif. Alors pour pouvoir évaluer la pertinence de ces tests, il faut qu'on fasse un pas en arrière pour se demander d'où ils viennent et pourquoi ils ont été créés. Alors comme beaucoup de choses, ça nous vient de l'armée américaine à l'époque de la Première Guerre mondiale. Au départ, ils ont créé les premiers tests de personnalité pour repérer d'éventuels troubles mentaux ou de la personnalité chez les futurs soldats, pour en faciliter l'affectation. Et notamment,
pour repérer ceux qui n'étaient pas aptes à devenir pilotes dans l'armée de l'air. Donc à partir de là, pendant toute la première moitié du XXe siècle, il y a eu un fleurissement des échelles de mesure de la personnalité, mais qui, dès cette époque, posait déjà quelques problèmes. Le principal, c'était que pour la plupart, ces échelles de mesure reposaient sur les intuitions subjectives de leur créateur quant à ce qu'est la personnalité finalement. Donc dès le début, il y avait quand même un peu des doutes sur qu'est-ce que ces échelles mesurent réellement et donc sur leur validité scientifique. Et on va voir que ça a un impact encore aujourd'hui. Alors il y en a quand même un qui a survécu au XXe siècle, c'est le Big Five Personality Test, qui s'appelle autrement Five Factor Model, qui a aussi été développé par l'armée américaine à partir des années 60. Et il est au fondement de beaucoup des tests qu'on utilise aujourd'hui, notamment le test Ocean. Pourquoi c'est celui-là qui a survécu? Probablement parce qu'il essayait d'éviter justement ces biais de subjectivité en proposant une vision exhaustive de la personnalité. Alors comment ils ont fait ça? Ils ont listé tous les qualificatifs qui pouvaient ressembler à un trait de personnalité et ils les ont regroupés en 5 facteurs. L'ouverture, la conscienciosité, l'extraversion, l'agréabilité et le névrosisme. On n'est pas obligé d'aller dans le détail de ce que tout cela veut dire, mais par contre, ce qu'il faut retenir de ce test, c'est qu'il était très simple. C'était des questions directes d'auto-évaluation par trait de personnalité sur une échelle de 1 à 5. Donc concrètement, on demandait directement à la personne, êtes-vous extraverti? Et c'était à la personne de s'auto-évaluer. Alors, une fois qu'on a dit ça, derrière les tests de personnalité, c'est comme les business plans, eh ben, il y a aussi l'idée qu'il ne faut pas les prendre pour des oracles. Et vous verrez dans quelques minutes pourquoi je parle d'oracle. Alors, encore aujourd'hui, les tests de personnalité posent des problèmes à au moins 2 niveaux. Le premier, c'est un niveau très scientifique. En réalité, leur validité scientifique, elle est encore contestée. Euh, Quand je vous disais tout à l'heure que, on leur reproche d'être fondés sur des postulats subjectifs de leur créateur sur ce qu'est la personnalité, c'est par exemple vrai pour le MBTI, qui vient des travaux de Jung. Alors, il n'a pas été créé par Jung, mais il a été inspiré par les travaux de Jung, tout comme le test de Rorschach d'ailleurs. Euh, Ces tests posent des difficultés, notamment parce qu'ils posent le risque de confusion entre faits et interprétation. Typiquement, dans les tests projectifs, c'est très facile à voir. La forme de votre tache d'encre, qui donc du coup est factuelle, va être la source d'une interprétation quant à votre personnalité supposée. Et alors là, pour le coup, c'est là que ça devient plus difficile à prouver. Et de la même manière, il y a un risque de confusion entre une corrélation et une causalité. C'est pas parce que vous voyez un rapport statistique entre deux éléments que nécessairement c'est un rapport causal. Au niveau individuel, quand on passe le test, un test de personnalité, c'est, enfin, comme tout test en réalité, mais c'est un trigger à biais cognitif. Alors là, vous pouvez quasiment tous les mettre. Vous avez le biais d'ignorance. Parfois, on vous pose une question sur vous-même, bah, vous ne savez pas quoi répondre. Sauf que comme on vous demande de répondre, bah, vous allez répondre quelque chose. On a le biais d'acquiescement, c'est-à-dire qu'on a plutôt tendance à répondre oui à une question qu'à non. Il y a des tas de biais dans le groupe de la désirabilité sociale, c'est-à-dire je vais répondre ce que je crois qu'on attend que je réponde ou ce que j'aimerais être plus que ce que je suis. On a le biais de tendance centrale. Bah, ça veut dire que si on vous laisse une échelle de mesure, bah, en moyenne, on va avoir tendance à se positionner proche de la médiane, justement. Euh, et on a d'autres effets, comme par exemple l'effet Barnum, qui est assez connu, parce que c'est beaucoup cet effet-là qui est reproché à l'astrologie ou la numérologie, etc. C'est le fait d'accepter une vague description de la personnalité comme s'appliquant spécifiquement à soi-même, c'est-à-dire sans se rendre compte que bah, ça marcherait pour des tas d'autres gens, cette description. L'autre problème, du point de vue de celui qui passe le test, c'est que les résultats des tests ne sont pas nécessairement stables dans le temps. Vous passez un même test une fois, vous obtenez un résultat, autant vous le repassez plus tard et vous obtenez un autre résultat. Et ça, c'est en partie lié au fait que le contexte de passation du test est super important. C'est-à-dire votre état psycho-affectif au moment où vous passez le test
aura un impact potentiel sur le résultat. Et enfin, un autre problème qui peut être aussi assez important compte tenu des postulats dont on parlait tout à l'heure, c'est que ce qui n'est pas mesuré n'existe pas. Alors, au niveau de l'entrepreneur maintenant, j'ai envie de dire que ça pose des problèmes plus philosophiques. Parce que quelque part, évaluer la personnalité, c'est risquer de figer l'identité. Je m'explique. La personnalité, comme on l'a vu, c'est un concept psychologique. On repère et on quantifie la présence de traits de personnalité. Mais l'identité, elle, c'est un concept qui est davantage philosophique. Ça désigne notre relation à nous-mêmes, notre perception de nous-mêmes, et donc ça fait appel à notre capacité d'autodistanciation. Avec un test de personnalité, on risque de croire que le résultat du test nous définit, voire définit les autres, si par exemple on le fait passer à ses collaborateurs. En réalité, c'est vrai de tout test qui nous classe, hein. Mais pourquoi c'est embêtant pour l'entrepreneur? Je crois que c'est embêtant parce que s'il le passe pour lui-même, par exemple, mais ça marche aussi s'il le fait passer pour ses collaborateurs, il risque, en faisant ça, d'adopter un modèle mental sans le savoir. C'est-à-dire que avec la volonté de diminuer l'incertitude en se disant, comme ça, je vais mieux comprendre mes réactions et je vais prendre de meilleures décisions, il adopte un modèle mental sans le savoir et donc en réalité perd du contrôle sur son environnement. Pour rappel, un modèle mental, c'est quoi? C'est une représentation qui permet de simuler mentalement le déroulement d'un phénomène pour anticiper les résultats d'une action. Donc un modèle mental, c'est quoi? C'est quelque chose qui a une portée prédictive. Sauf que si on applique le résultat d'un test de personnalité de façon prédictive, on se retrouve à faire de l'anti-effectuation sur soi-même, ce qui est quand même un petit peu dommage. Donc finalement, est-ce qu'il faut ou pas utiliser les tests de personnalité? J'ai envie de vous dire, si ça vous aide à y voir plus clair en ayant ce recul, pourquoi pas? Mais je crois qu'au-delà de ça, ça pose la question de bien définir son besoin pour pouvoir choisir correctement l'outil qui va y répondre. Et avant de terminer, je vais vous proposer qu'on décale un peu notre regard sur cette question de la connaissance de soi, en passant du modèle à la métaphore, ou autrement dit du logos au mythos. Je m'explique. Euh, je suppose que vous connaissez tous le connais-toi toi-même, qui est une formule un peu consacrée qu'on se répète pas mal, et qui en réalité pose une question intéressante, c'est qui répond à la question qui suis-je? Bon, je crois que cette question est avant tout une question artistique et philosophique. Le connais-toi toi-même, c'est une phrase qui était présente sur le fronton du temple d'Apollon à Delphes. Et je crois que c'est pas un hasard, parce que Apollon, c'est le dieu des arts, du chant, de la musique et de la poésie. Et au sein du temple d'Apollon à Delphes, il y avait ce qu'on appelle la Pythie. Et la Pythie, son travail, c'était de rendre des oracles. Et un oracle, c'est quoi? C'est quelqu'un vient voir la Pythie, lui pose une question sur sa vie. En général, c'est une question sur la direction que la personne devrait prendre dans sa vie. Et la Pythie lui donne une réponse dite divine. Alors, comment on sait que c'est une réponse divine? On le sait parce que c'est une réponse qu'on ne peut pas comprendre à la première écoute, qui ne vient rien clore. Et donc là, j'en viens à mon point que autant là où le modèle va figer en essayant d'expliquer quelque chose, la métaphore va mettre en mouvement, comme le disait le rabbin Delphine Orviller, ne finissant pas de dire. Pourquoi je vous dis ça? Parce que métaphore en grec, enfin en grec ancien, ça veut dire transport du sens propre au sens figuré. Donc autrement dit, quand vous faites appel à la métaphore, vous créez du décalage et donc vous ouvrez d'autres niveaux de sens. Donc vous faites l'inverse de figer, quoi. Donc finalement, quand on se pose la question de qui suis-je et comment je pourrais mieux me connaître, je crois qu'il est beaucoup plus pertinent de faire appel à des histoires. Je pense que c'est précisément le moment où notre biais narratif en tant qu'être humain peut avoir une portée positive. Alors, je ne vais pas vous laisser comme ça. Je vais vous donner un exemple concret. Mais évidemment, il y en a des tas, hein. Et en réalité, vous pouvez relire tous les mythes de l'humanité depuis le début et ce sera probablement des supports bien plus pertinents pour vous questionner sur qui vous êtes. Mais enfin, je vous donne un exemple qui est celui des 5 portes de Fabrice Midal.
Alors Fabrice Midal, c'est un philosophe et un enseignant de méditation laïque qui a écrit donc ce livre sur les 5 portes. Et au départ, ce livre parle de spiritualité et de comment on accède à sa spiritualité. Si ça vous intéresse sur le cas des entrepreneurs, il a adapté ce livre avec Alexandre Dana de Live Mentor pour qu'il soit directement adressé aux entrepreneurs. Et donc son idée, c'est de dire que il y a potentiellement 5 portes d'accès à notre intériorité. Et donc comme vous le voyez là sur la slide, chaque porte a une couleur et représente une manière, ouais, une manière d'accéder à son intériorité. En réalité, quand vous lisez le livre, alors vous pouvez passer le test, hein, mais en réalité, je ne vous le conseille même pas. Euh, Quand vous lisez le livre, vous avez des descriptions euh, mais ce qui sont sous forme d'histoire sur chacune de ces portes. Et là où je trouve que c'est très intéressant, c'est que ça ne fige rien. Ça ne vous définit pas, ça ne vous explique pas que vous êtes un architecte, un médiateur ou je ne sais quoi. Ça vous laisse de l'espace pour votre imagination. Et c'est un exercice qui, à mon sens, est particulièrement intéressant quand vous le faites au présent, sans chercher à avoir une quelconque portée prédictive. Donc tout ça pour vous dire que c'est pas tellement qu'il faut absolument pas utiliser les tests de personnalité. C'est que à minima, il faut avoir conscience que ça risque de figer quelque chose qui est quand même fondamental pour l'être humain, à savoir sa personnalité. Qu'on risque de confondre cette personnalité, cette photographie avec notre identité profonde, ce qui est toujours un peu problématique, parce qu'on risque d'anticiper sur nos réactions futures. Et c'est là que on risque de perdre beaucoup de contrôle sur sa vie. Et qu'en réalité, en passant par l'imaginaire, on a probablement bien plus de ressources pour se questionner sur qui l'on est. Je vous remercie beaucoup. C'est nous qui te remercions, Marine. Donc tu viens nous, euh, nous apporter un message qui est attention, c'est un outil, apprenez ce qu'est cet outil avant de vous en servir et Exactement. n'attendez pas autre chose de l'outil que ce qu'il peut faire. Connaissez les limites de l'outil. Enfin, on en revient toujours au même, hein, finalement. Bah ouais, L'outil nous fait évoluer, mais il faut. On a les mêmes sujets ces temps-ci dans nos discussions sur la question de la, de la, l'intelligence artificielle. C'est-à-dire, comme toujours, si on prend l'outil sans le comprendre, on va l'appliquer à des endroits où il n'est pas ni pertinent ni utile. Et puis, il y a aussi, je trouve, toujours une forme de paresse, en fait. C'est-à-dire, trouver un outil simple, on appuie sur le bouton et on sait, alors qu'en fait, dans la plupart des cas, ce ne sont que des pistes qu'il va falloir creuser, le début d'une enquête pour savoir qui on a en face, etc. c'est vrai. C'est une fois qu'on a lancé des tests de personnalité, bah, ça permet d'avoir des choses à vérifier, des choses à contrôler, des choses à des, comment dire, des débuts d'interprétation, mais qui vont être toutes susceptibles d'être finalement réexpliquées autrement que par que pour l'explication officielle. Bah oui, exactement. Et puis par moment, ça nous donne l'illusion d'une dispense de formation. Mhm. Dire que c'est surtout dans le cadre des tests de personnalité, je trouve que c'est très frappant parce que en réalité, si on les passe, c'est pour des questions de relations entre les gens. Mhm. Et donc, enfin, je comprends que ce soit plus facile de se dire non, mais ça va m'aider à mieux relationner avec les autres, Mhm. d'imaginer qu'ils réagissent comme ci et comme ça à cause de ci et de ça. Mhm. Plutôt que de se dire bah il faudrait peut-être tous se former à la communication Ouais. plutôt que. Et chercher à les connaître vraiment. Mais ouais. Mhm. Ouais, moi j'ai une phrase un peu type à chaque fois que je suis face à des modèles, c'est de dire je suis toujours un peu embêté par un modèle qui met les milliards d'individus que nous sommes sur la planète dans moins d'1 million de boîtes.
différentes. Et en fait, il y a une ambiguïté entre d'un côté des modèles qui forcément doivent être simplifiés pour qu'on puisse les mémoriser et qu'ils soient parlants pour nous, et d'un autre côté qui ont tendance à être réducteurs et donc du coup à nous mettre dans une interprétation beaucoup trop, beaucoup trop simpliste. Et la balance est vachement compliquée à tenir entre les deux. Mais surtout que parfois, le problème ne vient pas nécessairement du test en lui-même, mais de toutes les interprétations qui sont faites sur ces résultats. Mhm. Par exemple, si aujourd'hui, vous passez le MBTI en version gratuite qui s'appelle le test des 16 personnalités, il va te dire quel métier tu peux faire, comment tu es avec les autres. Enfin, c'est bientôt, il va te dire qu'est-ce qui s'est passé dans ton enfance, quoi. Mhm. Et là, c'est plus problématique. Là, on est dans le domaine de l'horoscope, quoi. Bah ouais, ouais, enfin ouais, de l'horoscope de journal, ouais.